RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Alors, aujourd'hui dans Dialectique, nous allons parler de voitures, nous allons parler de moteurs et nous allons parler d'un vice caché. Et oui, l'affaire du Motorgate. Cela ne vous dit peut-être rien, mais ça concerne des milliers de nos concitoyens et même encore plus à travers toute l'Europe. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir à l'antenne aujourd'hui Monsieur Olivier Blanchet. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour Lionel, bonjour aux auditeurs. Écoutez, je suis Monsieur Olivier Blanchet. Donc c'est moi qui ai créé un petit peu l'association de victimes du Motorgate. Je suis aussi à l'initiative du groupe Facebook là, qui compte 6700 membres à l'heure où on se parle. Donc le Motorgate, qu'est-ce que c'est? On peut peut-être commencer par ça, j'imagine. L'histoire, c'est que de 2012 à 2018, en fait, Renault et Nissan ont produit des moteurs essence 1,2 litre. Et ces moteurs se sont avérés assez rapidement problématiques, puisque dès 2015, les constructeurs, il y a des notes internes qui commencent à remonter dans les réseaux et qui font état de défaillances en lien avec la conception même du moteur. Donc, progressivement, jusqu'à 2016, les constructeurs ont commencé à rectifier le tir en production et essayer de réagir face à un taux totalement anormal de défaillance. Donc les défaillances, qu'est-ce que c'est? C'est des moteurs qui s'encrassent et qui finissent par lâcher. Et pour beaucoup de victimes, c'est des casses moteurs violentes qui sont brutales, qui surviennent à pleine vitesse sur autoroute. Donc évidemment, c'est beaucoup de frayeurs pour de nombreuses familles qui se retrouvent 130 km/h et qui passent à 50, 60 km/h dans des situations de péril sur des voies rapides. Donc c'est un moteur qui met réellement en fait en danger la vie des usagers. Potentiellement oui, directement on peut pas l'établir, c'est ce qui fait que Renault et Nissan et Dacia aussi, qui étaient concernés bien sûr, n'ont pas effectué de rappel puisque la législation ne leur impose pas en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la sécurité des biens et des personnes n'est pas directement mise en péril, les constructeurs ne sont pas tenus de faire de rappel. Alors, ils peuvent le faire malgré tout s'ils font preuve de bienveillance, mais l'État, ça n'a pas été le cas. Et Renault et Nissan se sont retranchés derrière le fait que les moteurs n'explosent pas, ne prennent pas feu, et donc ces défaillances ne mènent pas à des périls imminents. Pourtant, c'est quelque chose qu'on peut contester, qui le sera certainement lors de l'action collective qui est engagée depuis janvier 2022. On verra, on va essayer de mettre en exergue un peu le fait qu'il est évident que quand les moteurs lâchent à pleine vitesse sur autoroute, les usagers qui sont dans le véhicule, mais ceux qui sont en dehors du véhicule sont évidemment dans une situation de péril imminent. Alors je rappelle que ce problème concerne les moteurs 1.2 TCE, 115 chevaux, donc chez Renault, Captur, Clio 4, Kadja, Kangoo 2, Mégane 3 et 4, Scénic 3, Grand Scénic, Dacia aussi, les Duster, les Docker, les Mercedes et aussi chez Nissan, Juke et Qashqai 2, mais aussi Pulsar. Tout à fait. Alors après, toutes les cylindrées sont concernées. Il y a des TCE 100 qui sont très très peu diffusés, qui concernent des Mégane 4, des TCE 115, là dont vous avez parlé, qui concernent beaucoup de véhicules. Tous les Nissan étaient équipés de TCE 115 avec une appellation DIGT chez Nissan, mais c'est les mêmes moteurs. Et puis les TCE 120, TCE 130, voilà, donc on a 4 classes de motorisation, mais au final, ce sont plus de 400 000 véhicules pour la France seule jusqu'à 2016 qui sont concernés. Sur l'échelle de l'Europe, c'est plutôt 600 000 véhicules, a priori, et si on intègre les véhicules qui ont été produits jusqu'à 2018, c'est potentiellement plus d'1 million, 1,3 million de véhicules qui seraient potentiellement concernés. Alors, comment on peut, en tant qu'usager, possesseur, détenteur d'un véhicule qui a ce moteur-là, se dire, attention, mon véhicule commence à déconner, il y a une perte de puissance, c'est ça? Il y a une consommation excessive d'huile moteur?
Et ben, le problème, c'est que c'est assez insidieux puisque c'est une dégradation progressive du moteur, donc qui se fait sur plusieurs années. Et donc, les premiers symptômes, ça peut être des bruits moteurs à l'accélération. Puis après, on peut commencer à constater une consommation d'huile anormale qui se fait au fil du temps. Sauf qu'entre deux entretiens, des fois, les gens ne voient pas forcément ça. Et lors de l'entretien, d'ailleurs, ça ne leur est pas toujours dit. Et au final, ce qui se passe, c'est que l'huile, en fait, la problématique de ce moteur, c'est que l'huile remonte par la segmentation, mais pas que, et vient être brûlée dans la chambre de combustion du haut moteur, et ça encrasse les soupapes. Donc c'est cet encrassement soupape là qui finit à terme par créer un effet de fusion qui va faire casser une soupape, qui va la faire fondre lors d'un effort sur voie rapide, par exemple. Vous l'avez dit, Olivier Blanchet, cette affaire, elle est connue depuis plusieurs mois et on va écouter sans plus attendre une interview réalisée par nos confrères de RMC pour une usagère qui avait eu des problèmes avec ce moteur. Marie, ce matin, vous venez en aide à une conductrice qui aurait pu avoir un grave accident à cause de Renault. Oui, au mois d'octobre, Rachel roule sur l'autoroute entre Rennes et Caen. Elle est au volant de sa Dacia de 2017 quand elle a une panne de moteur et la peur de sa vie. J'étais à 110 quand tout d'un coup la voiture est descendue à 30 km/h d'un coup et les voyants se sont allumés. J'ai commencé donc à faire comme un début de crise de panique, le cœur qui s'emballe, les mains qui commencent à transpirer et puis tout de suite j'ai mis les warnings pour prévenir les voitures qui étaient derrière et j'ai fini ma route, si on peut dire, pour rejoindre le garage sur la file d'arrêt d'urgence à 30 km/h en première. Grosse frayeur donc pour Rachel qui appelle Renault, mais le constructeur refuse toute prise en charge, motif invoqué, un soi-disant mauvais entretien du véhicule. Sauf qu'en réalité, le problème viendrait du moteur. Un moteur avec lequel des milliers d'automobilistes ont vécu la même mésaventure. En cause sans doute un vice caché, une surconsommation d'huile qui provoque une défaillance. Dès 2019, l'UFC Que Choisir alerte la répression des fraudes sur ce problème, révèle des documents prouvant que Renault est au courant. Et c'est à ce moment-là qu'Olivier Blanchet, qui a connu la même situation, crée une page Facebook. Je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul à connaître ce phénomène. On a été d'abord des dizaines, après par voie de presse ça a augmenté. En gros, depuis 2015, ils savent très précisément ce qui se passe sur ces moteurs-là et ils n'ont alerté à aucun moment les clients. Ils ont identifié le problème, ils ont essayé de le régler en interne pour éviter que ça s'ébruite trop et donc après ils se contentent de gérer les dossiers au cas par cas, mais ils n'ont jamais alerté ou sensibilisé les clients, ils n'ont jamais procédé au moindre rappel. Ils ont essayé de cacher la poussière sous le tapis en fait. C'est exactement ça, après maintenant il y a tellement de poussière que ça commence à faire une bosse énorme, c'est pas très net ce qu'ils ont fait. Alors, il n'y a pas de campagne de rappel. Est-ce qu'on sait combien de véhicules sont concernés par ce problème de moteur ? Alors, le problème concerne 400 000 voitures construites entre 2012 et 2016. La plupart sont encore en circulation. La secrétaire d'État à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a été interpellée par des sénateurs et des députés. Selon elle, ce problème n'est pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière et ne justifie pas un rappel, sauf que certaines victimes affirment avoir provoqué un carambolage. C'est pour ça que l'avocat maître Christophe Legwag envisage d'attaquer le groupe Renault au pénal. Il y a encore des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de véhicules qui circulent. Ces véhicules sont dangereux, puisqu'à tout moment sur l'autoroute, ils peuvent casser et on n'est pas à l'abri que quelqu'un perde le contrôle du véhicule, occasionnant peut-être un jour des morts. Donc il y a mise en danger de la vie d'autrui ? C'est l'un des arguments que nous développerons le moment venu avec la procédure pénale que nous lancerons normalement à la rentrée 2022, lorsque nous aurons suffisamment de témoignages et de preuves pour aller en justice. Et vous l'avez mis exactement, l'avocat qu'on a mis en contact évidemment avec notre auditrice et c'est un dossier qu'on va suivre avec les possibles rebondissements judiciaires. Alors on vient d'écouter donc cette interview réalisée par RMC à laquelle vous avez participé, Olivier Blanchet, et on a entendu aussi la voix de maître Legwag donc qui prend cette affaire. Il y a une action collective qui a été lancée. Tout à fait, début janvier, donc suite à nos sollicitations, le cabinet Maileo s'est joint à nous pour organiser une action collective. Donc c'est un peu compliqué en France puisque les actions, enfin les recours collectifs normalement ne sont cantonnés qu'à une quinzaine d'associations agréées. Donc là, on se regroupe en tant qu'individu derrière un cabinet d'avocats et on regroupe tous nos cas. Donc c'est un petit peu complexe, mais ça fait qu'on peut mutualiser les coûts et les réduire, les rendre plus accessibles pour essayer d'obtenir justice. Donc là, au jour où on se parle, on est à 1560 plaignants qui se sont engagés sur cette voie. Alors, donc l'action collective, elle reste toujours ouverte à l'heure qu'il est.
Oui, tout à fait. Elle s'articulait en plusieurs phases. Il y a eu une première phase où nous avons essayé de tendre une perche au constructeur pour qu'il se mette à la table de négociation et qu'il essaye de proposer quelque chose de plus cohérent pour vis-à-vis des victimes. Ça a été un échec. Malheureusement, les constructeurs essayaient plutôt de gagner du temps, on va dire. Donc, nous avons enclenché la demande en justice. Nous avons réclamé donc à la justice qu'elle réclame aux constructeurs les notes internes que nous connaissons, donc les notes dont nous parlions tout à l'heure, donc qui ont fait leur apparition dans les réseaux constructeurs dès 2015 et qui témoignent très clairement d'une connaissance parfaite du sujet par les constructeurs et le fait surtout qu'ils n'ont effectué aucun rappel. Ça, c'est une chose, ils se retrouvent derrière la loi pour ne pas l'avoir fait, mais ils n'ont pas non plus jugé utile d'alerter tous leurs clients. Donc ils ont laissé à leur triste sort des milliers et des milliers, plutôt des dizaines de milliers en fin de compte d'usagers, de leurs clients. Et donc ils ont fait un calcul qui me semble parfaitement purement cynique et économique. D'ailleurs, en pareil cas, les constructeurs, ça me rappelle un film avec Brad Pitt, Fight Club. Il y a une formule à un moment donné où il prend pour exemple en fait le nombre de véhicules concernés A, on le multiplie par le taux probable de défaillance B, puis on multiplie la somme de tout ça par la moyenne des sommes versées à chaque victime. Donc en fait, le A fois B fois C, ça nous fait arriver à X. Si le X est inférieur au coût d'un rappel, en fin de compte, tout simplement, les constructeurs ne feront rien, quoi. Tout ça, c'est une logique purement économique, malheureusement. Donc visiblement, c'est la stratégie adoptée par le constructeur. Il y a aussi une question de différents concessionnaires qui se renvoient la balle. Alors chez Nissan, on peut renvoyer la balle à Renault, et chez Renault pareil. Il y a personne qui endosse la responsabilité au final. Oui, c'est vrai que là, dans l'action qu'on a initiée, on se rend compte que Nissan se retrouve derrière le fait qu'ils n'ont pas construit eux-mêmes les moteurs. Alors c'est un petit peu tordu comme explication, puisque les moteurs ont été produits dans 2 usines, une à Sunderland en Angleterre et l'autre, la principale, à Valladolid en Espagne. Donc en fait, la conception de ces moteurs a été faite conjointement entre Renault et Nissan, très clairement. Donc maintenant, à un moment donné, il faudra bien que ces 2 constructeurs répondent de tout ça. Maintenant, on sait très bien qu'il y a eu une enquête interne qui a été menée chez eux, notamment entre le technocentre de Renault à Guyancourt en France et l'usine de Valladolid en Espagne. Donc on sait très bien qu'ils ont identifié les 4 problématiques précisément en fait qu'il y avait sur ce moteur-là. Ils ont essayé d'en résoudre 2, donc qui concernaient les soupapes et la programmation du calculateur et la segmentation. Je parle un peu technique, je suis désolé. Mais toujours est-il que fin 2017, on sait aussi que la moitié de ces problématiques n'étaient pas résolues. En fait, il y avait une dégradation progressive du moteur qui n'était pas résolue pour un défaut de conception. Donc ça, ils n'ont jamais pu résoudre ça. Et malheureusement, on sait que quel que soit le millésime du moteur de 2012 à 2018, tous sont potentiellement concernés à terme. Et à l'heure qu'il est qu'on a parce que donc je rappelle, vous avez créé cette page Facebook qui compte plus de 6700 personnes probablement victimes fort probablement même victimes de ce Motorgate. Parmi tous les témoignages que vous avez pu recueillir, est-ce qu'on a eu vent de personnes qui auraient eu des dommages corporels, par exemple? Alors, on a eu des pistes en ce sens, des accidents, enfin des véhicules qui ont pris feu, notamment après coup ou lors d'un choc. Malheureusement, toutes les pistes qui ont mené à des accidents corporels ou des accidents vraiment qui incluent plusieurs véhicules, ça a été mis sous éteignoir dans la mesure. Alors, je dis pas que c'est pas du complotisme, hein, c'est pas du tout ça. Mais malheureusement, dans ce genre de cas de figure, finalement, c'est une perte de puissance du véhicule et donc le véhicule se fait rentrer par l'arrière. Donc, techniquement parlant, c'est le véhicule qui suit qui est responsable et donc dans bien des cas, en fait, les assureurs du véhicule qui suit endossent la responsabilité. Il n'y a pas d'investigations qui sont menées. Donc jusque-là, finalement, on n'a aucune preuve comme quoi des véhicules, des accidents corporels aient été liés à ça, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a sans doute pas eu d'accident assez grave pour justifier ce genre d'enquête.
Et vous mentionnez le fait que Renault essaye de gagner du temps, hein, notamment par le calcul que vous nous avez dévoilé. Est-ce que au fil du temps, parce que c'est forcément la justice aussi à son temps, les usagers que vous entendez se découragent, ou est-ce qu'ils ont plutôt tendance à patienter et à se donner de la force les uns les autres? La majorité d'entre eux finissent par tourner la page, bien entendu. Quand le problème survient, les gens sont très véhéments et ils sont très remontés, et on peut aisément les comprendre. Après, le temps fait son effet, et les gens essayent de trouver une solution pragmatique à tout ça. C'est là où le rapport de force est totalement à l'avantage des constructeurs, c'est que même ils en usent et en abusent, bien entendu, quand les gens ont ces problèmes. Souvent le véhicule est immobilisé dans le réseau constructeur, donc eux ils ont beau jeu de jouer la montre, de renvoyer le dossier au service relations clients, et puis ça revient au client après plusieurs semaines. Dans ces cas-là, malheureusement, les clients sont dans des situations de grand désarroi, et ils doivent faire face aux situations du quotidien, bien évidemment, et c'est ce sur quoi jouent beaucoup les constructeurs en faisant des propositions à minima, que bien souvent les clients ne peuvent s'offrir le luxe de refuser, bien sûr. Et donc, oui, avec le temps judiciaire, parce que ça fait un moment que déjà il y avait des doutes concernant ce moteur-là. Depuis quelle année, vous m'aviez dit? Dès 2014, ils ont eu les premières remontées. Après, il faut savoir quand même que ces moteurs-là ont été construits et ils ont été conçus sous l'ère Carlos Ghosn. En fait, Carlos Ghosn, il avait pour surnom le Cost Killer, et c'était pas usurpé du tout. C'est-à-dire que de toute évidence, la conception de ces véhicules, de ces moteurs, a été faite à la va-vite. C'est un peu les consommateurs, les clients qui ont fait office de cobaye et qui ont fait office de testeurs de ces moteurs en conditions réelles de conduite, ce qui malheureusement a amené à cette catastrophe industrielle. Et vous, personnellement, ça fait combien de temps que vous avez lancé ce combat-là? Alors moi, ça m'est arrivé j'ai acheté mon véhicule en 2013. Et le moteur a été diagnostiqué HS, à être remplacé en 2018, donc à 5 ans et 2 mois après l'achat du véhicule. Il faut savoir qu'en France, l'action en vice caché pour ce genre de problème peut se prescrit au-delà des 5 ans. Donc moi j'étais juste en dehors des clous, donc évidemment j'avais plus vraiment de recours, et puis de toute manière, comme dans tous les cas qu'on a pu Renault avait essayé d'user du moindre prétexte pour porter la faute sur le consommateur. Donc comme j'étais pas parfaitement dans les clous au niveau entretien, ils m'ont opposé une fin de non-recevoir pour toute prise en charge, malgré le fait que, comme beaucoup d'autres, j'avais déjà des symptômes avant-coureurs qui sont apparus dès la période de garantie du véhicule. Donc ça, évidemment, ils l'ont complètement occulté, et ils ne se sont rappelés au moment de donner la prise en charge que de mes défauts à moi, et non pas de leurs défauts à eux, quoi. Et donc, depuis 2019 que l'association a été créée, ou un peu plus tard? Alors en fait, 2018, c'est moi qui ai le problème en septembre. Après, au fil des mois, je commence à me rendre compte qu'on est assez nombreux. Donc j'ouvre une page Facebook qui grossit. Il y a eu effectivement des articles de presse, d'abord local, puis en mai 2019, l'UFC Que Choisir, avec laquelle on était étroitement en contact, a tapé du poing sur la table et a lancé une alerte et une mise en demeure au constructeur. Et c'est là, à partir de mai 2019, que le scandale a vraiment pris toute son ampleur et a été révélé un petit peu au grand public. Alors, grand public qui n'est pas pour l'instant conscient à très très grande échelle, même si l'affaire commence à faire son petit bout de chemin. On va s'octroyer une petite pause musicale avec l'artiste Mézerin qui parle de lui, sa panne, et vous allez voir à quel point elle ressemble à celle du Motorgate. On écoute ça sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Olivier Blanchet, président de l'association des victimes du Motorgate et créateur de la page Facebook concernant le Motorgate. On vient d'écouter le morceau de Merzine, La Panne. Ça ressemble fortement à ce Motorgate qui, je le rappelle, concerne plus de 400 000 propriétaires au moins à travers l'Europe de véhicules du groupe Renault, Nissan, Dacia, équipés d'un moteur 1.2 TCE ou
DIGT. Alors, concernant les actions en justice, ça s'est fait en 2 phases. Donc, il y a eu la phase 1, la phase 2. Il faut savoir que pour ces phases-là, les victimes peuvent être indemnisées, par exemple, par leur assurance. Oui, pour les frais d'engagement d'inscription à l'action, oui, tout à fait. Moi-même, j'en fais partie. Mon assureur a remboursé les frais d'inscription auprès de l'avocat. Ok. Et donc Monsieur Maître Lesvague, comme vous l'avez dit, pour ceux qui ont raté la première partie de l'émission, a déjà tenté une conciliation en vain. Et donc la deuxième phase, elle aura lieu à peu près quand ? Alors en fait, on est entre les 2 phases, là, c'est-à-dire qu'on avait réclamé de la justice qu'elle réclame aux constructeurs les pièces, les documents qui établissent leur responsabilité. Donc évidemment, on peut bien comprendre que les constructeurs ont été réticents à envoyer ces pièces. Donc Nissan a tout simplement botté en touche en prétendant ne pas être constructeur de ces moteurs. Donc, c'est assez risible, mais c'est leur réponse, c'est leur position. Renault, quant à eux, ils ont adressé à l'équipe d'avocats donc 3 cartons de pièces, de documents. Pour 2 cartons, il s'agit des manuels des véhicules, donc c'est totalement inexploitable ou inutile. Ils ont poussé le vis en envoyant ça au format papier imprimé sur une seule face, enfin voilà, pour faire un peu de volume, quoi. Et le troisième carton, nous allons devoir l'analyser. Donc, alors pour l'essentiel, il est constitué de pas mal de notes internes. Moi, j'en ai pas encore eu connaissance, mais j'ai pu voir quelques éléments et on constate que beaucoup de choses sont largement abondamment caviardées. Donc là encore, il y a quand même une volonté qui est très manquante de la part de Renault de dévoiler ces petits secrets internes, on va dire. Alors concernant les victimes, j'ai eu l'occasion d'interviewer l'une d'entre elles. Elle s'appelle Leïla et voici son histoire tout de suite. Alors moi, mon cas est assez particulier parce que moi j'ai acheté une Nissan Juke en août 2018, donc il y a un particulier, une dame. Je l'ai gardée 3 ans, donc j'ai très peu roulé avec, 18 000 km en 3 ans, donc soit 6 000 km par an. Pour la vendre en toute tranquillité, je suis passée par un prestataire de service, donc qui m'a pris 790 € sur la vente, afin d'assurer une vente parfaite, en bonne et due forme. Donc, il y a une personne qui vient pendant 1h30 inspecter le véhicule, regarder les papiers, si tout est à jour, etc. Je l'ai vendu net dans ma poche. C'était une Juke de 2015, avril 2015, donc mars 2015, je crois. Je l'ai revendu 8060, sachant que j'ai 790 € pour Capcar. Et la vendeuse a dû en plus payer 199 € de frais de dossier, quelque chose comme ça. Donc en gros, elle a dû payer 9 000 et quelques. Donc la vente s'est bien passée. La dame est venue avec son frère, son cousin. Ils ont inspecté le véhicule, ils l'ont fait démarrer, capot ouvert, etc. Bon, tout va bien. Je lui ai même dit que j'avais un petit accrochage, en toute transparence, que j'avais un petit accrochage, on était rentré un peu dedans, donc tout avait été refait, que c'était parfait. Et j'ai parlé aussi de l'huile, que ce soit à Capcar ou à mon acheteuse, en expliquant qu'elle faut mettre un peu plus d'huile que dans un autre véhicule. Je dis pourquoi. Quand je m'étais renseignée autour de moi, on m'a dit que oui, il y a des voitures où il faut mettre un peu plus d'huile que d'autres. Moi, je suis pas mécanicienne, donc j'y connais rien. Je trouvais ça un peu bizarre de mettre autant d'huile, mais je me suis dit si c'est comme ça, voilà. Et le 11 septembre 2021, je la vends. Tout se passe très très bien, les gens repartent avec. La dame fait 188 km en 2 semaines et elle tombe en panne. Elle m'appelle sur l'autoroute. Apparemment, la voiture a une baisse du régime. Elle a dû vite se mettre sur le côté. Elle attendait la dépanneuse. Donc, elle m'appelle pour me demander si j'ai déjà eu ce problème. Alors, j'étais vraiment très étonnée parce que dans 3 ans, j'ai pas eu de soucis avec. Jamais eu de problème avec, et que j'étais vraiment étonnée. Je lui ai dit que non, en plus moi elle dormait toujours dans un parking souterrain, que ce soit au travail ou chez moi, que en plus je l'utilisais pas tout le temps, donc c'est vrai que j'ai fait très peu de kilomètres avec. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de soucis moi avec tout de suite. Donc voilà, j'ai fait, comme je vous ai dit, 18 000 km en 3 ans, c'est vraiment très peu. Et donc la dame me dit écoutez, je vais voir et je reviens vers vous.
le lendemain, elle me dit oh c'est rien, finalement c'est les bougies. Bah, ah bon d'accord, ok. Bon. Et elle me revient vers moi 2 semaines après en me disant que finalement c'est plus grave que prévu, et elle m'envoie un devis de 3300 €, quelque chose comme ça, pour le remplacement du faisceau électrique avec suspicion d'une ancienne intervention, sachant que la voiture est quand même chez Nissan Saint-Olomone. Ok. Mais j'ai dit non, c'est bizarre parce que le faisceau électrique, moi j'ai jamais fait j'ai fait aucune intervention. Moi depuis que je l'ai, j'ai fait 2 révisions dessus et j'ai changé les plaquettes de frein arrière. Enfin avant, pardon. Et c'est pas moi, c'est le garagiste. Donc et puis les 2 révisions que j'ai faites ont été faites, c'est des révisions garantie constructeur. Donc pas chez le constructeur, chez un garagiste, mais c'est garantie constructeur. Donc non, je comprenais pas. Donc la dame me dit essaye d'aller vers Capcar en expliquant voilà, il y avait une garantie avec la vente. Capcar lui dit que non, le faisceau électrique n'en fait pas partie, et puis en plus s'il y a une intervention dessus, c'est pas normal, voilà, non. Donc en gros j'ai été convoquée à une première expertise le 7 décembre 2021. Donc moi j'ai dû trouver en urgence un expert. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le faisceau électrique, on ne sait pas d'où vient le problème, et ce n'est pas le faisceau électrique, et de 2, il n'y a pas eu d'intervention dessus. Moi, entre-temps, j'envoie un courrier recommandé à la personne qui me l'a vendu en 2018, en lui expliquant, écoutez, voilà, il y a un problème sur le faisceau électrique, je lui explique que j'ai vendu le véhicule, et que apparemment il y aurait une question d'une intervention dessus, que c'est à elle de répondre et pas à moi. Sauf que ma vendeuse ne m'a jamais répondu. J'ai mis mon numéro de téléphone, mon adresse, tout. Elle a bien réceptionné le recommandé, mais elle ne m'a jamais répondu. Et suite à ça, donc on se présente donc le 7 décembre. Donc l'expertise qui a quand même duré 3 heures aboutit à rien. Il faut qu'on pousse les recherches. Et il y a une nouvelle expertise le 31 janvier 2021. Et là, la nouvelle expertise, comme par enchantement, j'ai 4 bougies qui sortent de nulle part. Donc les bougies, je précise qu'elles n'ont été regardées par personne, ni par le prestataire de service qui vous vend du rêve en vous disant genre on expertise la voiture histoire que tout se passe bien, déjà d'une. Et de 2, Nissan Saint-Olomone n'a jamais regardé les bougies dès le départ. Donc, c'est quand même quelque chose qui est accessible. Donc là, tout à coup, on voit donc 2 bougies cramées sur 4. Et à la fin de l'expertise, en fait, l'expert entre guillemets de mon acheteuse me dit qu'apparemment c'est un problème d'huile qui se mélange au moteur et qui fait que ça met de la calamine dans les soupapes. Enfin voilà, ça finit par une casse moteur en fait. Moi ce problème-là, j'en avais pas du tout connaissance, non, vraiment pas. Moi ça fait 3 ans que je l'avais en ma possession. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Et c'est à partir du moment où j'ai eu ce problème avec mon acheteuse que j'ai commencé à me renseigner autour de moi. Et j'ai un collègue qui m'a justement trouvé ce fameux post sur Facebook. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est là où j'ai vu la supercherie de Nissan, Renault, etc., qui n'avaient fait aucun rappel d'aucune voiture. Et enfin voilà. Après, j'ai appris que ceux qui faisaient les révisions chez Nissan, apparemment, ils réglaient le calculateur, enfin, ils faisaient des choses pour essayer d'améliorer ce problème d'huile. Donc, moi, apparemment, quand ils ont fait l'expertise, ils ont vu que le calculateur a été aussi, je sais pas, a été réglé, j'en sais rien, je sais pas comment, mais bref. Et donc, en gros, ouais, je n'ai pris connaissance de ce problème-là qu'après mon problème. Enfin, j'ai jamais entendu parler de cette histoire jusqu'à maintenant. Cette histoire a fait beaucoup de dégâts parce que moi, je me retrouve assignée par une acheteuse, donc je comprends tout à fait son désarroi, sauf que moi, je me retrouve à assigner ma vendeuse, et ça engendre des coûts pour tout le monde, cette histoire. Aussi bien pour mon acheteuse qui avait fait un crédit pour acheter cette voiture, donc qui se retrouve avec une voiture qui est chez Nissan Saint-Olomone depuis octobre 2021. Donc ça commence à faire beaucoup, ça fait plus d'1 an. Donc elle ne peut pas jouir de la voiture. On paye des procédures à n'en plus finir, des expertises à n'en plus finir. Donc là il va sûrement y avoir une expertise judiciaire. Moi j'ai dû prendre un avocat, assigner ma vendeuse, en parallèle faire partie de l'action collective contre Nissan, Renault, parce que j'estime que quand on est des petits êtres humains
contre des grands constructeurs, je pense que l'union fait la force, quoi. Donc j'espère vraiment qu'ils le paieront, quoi, parce que vraiment c'est pas sympa. On vient d'écouter donc cette interview que j'ai réalisée pour Laïla qui nous dit on est un peu face à David contre Goliath et en même temps, comme on l'évoquait tout à l'heure, le temps judiciaire est très long. Pour ce genre de cas, lorsqu'on se retrouve comme Laïla à être assigné parce qu'on a vendu un véhicule alors qu'on ne savait pas nous-mêmes que ce véhicule était porteur d'un vice caché, qu'est-ce qu'on peut faire ? En l'espèce, malheureusement, malgré toute sa bonne foi, si la panne survient dans les 6 mois qui suivent l'achat, l'acquéreur peut se retourner contre le vendeur. Et donc, malheureusement, la vente a toutes les chances d'être annulée, quoi, de toute évidence. Après, là, le cas de Laïla est un cas d'école. Là, il y a tout dedans. C'est-à-dire que on a des petits éléments qui viennent au fil du temps dans l'historique du véhicule qui commencent à alerter, consommation d'huile, mais par exemple, qui est systématiquement minimisé par les constructeurs. On a eu des témoignages par centaines, pour ne pas dire par milliers, où des gens se plaignaient de petits bruits moteurs, de consommation d'huile normale. C'est normal, ma petite dame, sur ces nouveaux moteurs, vous savez, ça consomme de l'huile, vous inquiétez pas. Sauf que malheureusement, vous inquiétez pas, c'est que le jour où le véhicule casse, ou le moteur casse, il ne casse pas violemment comme on l'a dit, mais c'est une fusion soupape. Donc là, malheureusement, la position du constructeur diffère et change du tout au tout. À ce moment-là, il est temps d'abord d'apaiser le client et de lui dire qu'on va ouvrir un dossier de prise en charge. Pour Laïla, c'est un cas d'école. Hein. Son véhicule a lâché à 66 000 km, la moyenne de casse que nous en avons est de l'ordre de 69 000 km à peu près. Donc moins de 70 000, c'est épouvantable comme kilométrage pour un moteur essence, c'est absolument inacceptable. Donc une fois que la casse survient, prise en charge constructeur qui est demandé au service relations clients, sauf que voilà, on rentre tout de suite dans cet engrenage où on devient la proie et le constructeur a tout, on en a parlé tout à l'heure, et il se retrouve dans ses petits souliers et il peut agir comme bon lui semble. Mais il y a vraiment une minimisation systématique. Et même au-delà de ça, on a entendu beaucoup de témoignages qui évoquaient des reprogrammations. On a entendu parler de ça. C'est-à-dire que pour faire face à ces défaillances, les constructeurs donc en production, ils ont essayé d'améliorer un petit peu les moteurs, mais sans changer le bloc moteur, c'était pas possible. Donc ils ont essayé de rafistoler ça, de mettre, moi j'appelle ça des pansements sur des jambes de bois, hein, plus qu'autre chose. Et ces reprogrammations là dont on parle, donc elles apparaissent, elles sont appliquées quand il commence à y avoir des symptômes, sauf que malheureusement c'est souvent trop tard finalement. Et ces reprogrammations ont souvent été faites même de façon cachée, elles n'ont pas toujours été assumées, et n'a pas été toujours, les clients n'en étaient pas toujours informés. J'en veux pour preuve, c'est Autoplus en septembre 2019 qui a sorti cette information-là. Quoi. Et justement, quand on est usager et qu'il y a eu des reprogrammations qui ont été faites, des changements qui ont été faits du véhicule qui ne sont pas notifiés, comment on peut le prouver ? Alors ça, on est censé pouvoir réclamer l'historique d'entretien réseau auprès du constructeur. Ils sont tenus de nous en donner copie, ils ne peuvent pas le refuser, c'est au titre de la loi informatique et liberté. Donc là aussi on a beaucoup de difficultés à obtenir ce genre de documents, ils sont souvent réticents et ils jouent un petit peu la montre, mais bon, il y a des délais, on peut saisir la CNIL, donc ils sont quand même obligés de finir par divulguer ces éléments. Mais concernant ces fameuses reprogrammations, on a eu des témoignages aussi de gens qui ont reçu donc leur historique d'entretien, et alors que eux avaient eu sur papier une facture ou un rapport d'intervention qui notifiait qu'il y avait eu la reprogrammation, quand l'historique est demandé, les fameuses reprogrammations n'apparaissent pas, la ligne est vierge. Alors là, on peut se poser des questions, parce que ces reprogrammations, et ça avait été évoqué à l'antenne de RMC, il y avait une émission RMC Votre Auto, une émission dominicale là, avec Jean-Luc Moreau comme journaliste spécialisé automobile. Jean-Luc Moreau, qu'on salue d'ailleurs, hein, s'il nous écoute. Oui, bien sûr, qui officie maintenant sur Sud Radio le samedi sur la tranche horaire de 13h-14h, je crois, de mémoire, au milieu de journée. Et donc c'était le premier à avoir révélé un petit peu le poteau rose, tout ça. Donc il y a quand même des soupçons assez forts là sur ces fameuses reprogrammations, parce que on a beaucoup de gens qui témoignent que suite à ces reprogrammations, en fait, la consommation d'huile serait masquée par une dilution d'essence. En fin de compte, ils auraient artificiellement renverser un petit peu la pression d'admission dans le moteur.
pour masquer la consommation d'huile. Donc la consommation d'huile existerait toujours, sauf que dans le carter d'huile, il suffit juste d'ouvrir le bouchon et de sentir. Donc j'invite d'ailleurs les possesseurs de ce véhicule à le faire, de sentir la jauge d'huile pour voir si ça sent très fort l'essence, si ça pue l'essence, ça donne un aperçu et ça doit alerter les personnes sur une anomalie. Et je rappelle que l'essence diluée dans l'huile, ça fait le mauvais ménage, ça fait que l'huile n'est plus un bon lubrifiant. Donc là aussi, Renault et Nissan semblent avoir occulté ça et trouvent ça aussi assez normal. La plupart du temps, quand des analyses d'huile prouvent ce genre de problématique, ils balayent ce genre de problème d'un revers de manche. Donc si on est un utilisateur Renault, Nissan, qu'on ouvre son capot et qu'on voit que ça sent fort l'essence, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? C'est aller vers le garage Renault ou Nissan le plus proche, et qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir? Alors, espérer, je ne sais pas, parce qu'on risque de se retrouver face à un mur de déni, c'est ça le problème. Donc, ils vont dire que finalement, tout ça est assez normal, de la même manière que la consommation d'huile était assez normale pour eux. Avoir une odeur d'essence dans le carter d'huile, ils vont trouver ça normal. Sauf que non, ça n'est pas normal. Ça trahit une chose, c'est qu'il y a une translation, il y a un échange de ces liquides. Donc il y a une certaine porosité au niveau du moteur. Et donc si le niveau reste correct, mais avec une forte odeur d'essence, ça veut dire que de l'huile disparaît quelque part. Donc l'huile continue d'être brûlée comme avant et emprunter des soupapes. Et donc le processus reste le même, mais avec en plus... alors de toute évidence, ça a l'air de retarder un petit peu le processus de dégradation du haut moteur, mais malgré tout, ça peut créer beaucoup d'autres défaillances, puisque évidemment, une huile mélangée à forte dose avec de l'essence, ça finit par user aussi, créer des frottements, des contraintes plus fortes au niveau de l'usure de beaucoup de pièces moteurs. Alors je précise que dans la préparation de cette émission, Renault, Nissan n'ont pas été conviés à participer à l'émission, puisque le groupe pour l'instant nie de tout fait ce problème de vis caché. Le groupe ne reconnaît pas ce vis caché. J'ai eu au téléphone un responsable de Nissan France qui ne reconnaît absolument pas et préfère délocaliser cette affaire, on va dire, à l'échelle individuelle. Et je tiens aussi à préciser que suite à cette émission, bien entendu, nous sommes aptes à recevoir, à entendre les justifications du groupe Renault-Nissan. Olivier Blanchet, plusieurs personnes aussi d'une même famille ont eu cette affaire-là. C'est assez cocasse, hein. Il y a eu un cas où ça a concerné peut-être 3 véhicules dans une même famille. C'est ça, oui, c'est quelque chose d'assez consternant. Une même famille, donc cousins et oncles qui ont dans la même famille les 3 marques avec équipées de 3 moteurs 1 litre de TCE. Donc qui avait une Renault, l'autre un Nissan, l'autre une Dacia. Donc on a vraiment les trois marques qui ont été représentées, et sur ces 3 véhicules, les trois ont eu une défaillance moteur. Et là, par contre, on s'est rendu compte quand même à cet effet que c'était pas traité de la même manière selon les constructeurs. Il faut quand même reconnaître à Nissan, par exemple, qu'il y avait eu une meilleure prise en charge de cette défaillance. Par contre, le réseau Renault Dacia se montre vraiment mauvais payeur, on va dire, et a toujours effectivement refusé catégoriquement d'assumer ce scandale, malgré des preuves évidentes, bien entendu. Et puis, c'est vrai que Renault a quand même fait évoluer sa position dans le temps, puisque au début, avant mai 2019, il n'admettait strictement rien, aucune problématique. Suite aux révélations de Que Choisir, ils ont quand même été obligés de revoir un petit peu leur position et d'admettre à demi-mot qu'effectivement, ça pouvait concerner un certain nombre de véhicules, mais minimes. Donc ça reste à vérifier. Mais bon, ce qu'on sait, c'est quand même que face à ces alertes médiatiques en interne, les réseaux constructeurs ont largement réagi en off, de façon discrète, et ils ont déplacé le curseur des prises en charge pour essayer d'éteindre un peu l'incendie. Alors,
On va marquer une petite pause musicale avec des personnes qui, comme vous, Olivier, ont essayé de prendre la route et qui n'ont pas pu. Il exprime dans ce morceau qui s'appelle Tailler la route. C'est Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade. Et on est sur RCN 90.7. Aujourd'hui, on parle du Motorgate, ce fameux moteur avec un vis caché, ce moteur Renault. Et on est avec Olivier Blanchet, président de l'association des victimes du Motorgate. J'en profite pour passer le coucou à Laïla qui nous écoute sûrement. Alors, qu'est-ce que les victimes donc peuvent espérer en justice, ceux en tout cas qui s'inscrivent pour la deuxième phase qui est valable jusque fin décembre, hein, donc c'est encore possible de s'inscrire. Oui, tout à fait. Ouais, les inscriptions sont encore totalement ouvertes pour cette phase, la phase active de l'action judiciaire qui va débuter désormais. Là, ce sera vraiment le tribunal, la casse tribunal maintenant. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, on n'est pas aux États-Unis, donc il ne faut pas espérer des millions ou des milliards. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais très clairement, on va poser sur la table un peu tous les préjudices et tout ce qui s'est passé et qui a pu. Alors, les préjudices sont très, très divers et variés, parce qu'il y a des pertes fortes d'un point de vue économique, que ce soit à la revente ou lorsque le moteur a cassé. C'est des préjudices qui peuvent se chiffrer plusieurs milliers d'euros, mais on l'évoquait tout à l'heure, quand les gens se sont retrouvés en péril sur l'autoroute, évidemment, il y a aussi un préjudice d'anxiété. On se retrouve dans une situation, il y a des gens qui n'en ont pas dormi pendant de longs mois, on va dire. Donc tout ça, ça sera mis sur la table. Donc il y a l'aspect tromperie qui sera une évidence, et on va quand même aussi mettre aussi en exergue l'aspect sécuritaire et la potentielle mise en danger de la vie d'autrui qui tôt ou tard, il faudra qu'on mette ça sur la table. Alors, combien de temps ça peut durer parce que je rappelle que la phase 1 était en juin dernier, il me semble, et la phase 2, c'est... D'ailleurs, quelle est la date de la phase 2 à partir du moment où les inscriptions seront closes? Alors ça, il ne m'appartient pas de le dire. Malheureusement, c'est Maître Legvac qui aurait pu mieux vous répondre. Maintenant, les inscriptions sont actives jusqu'au 31 décembre et c'est la justice qui décidera des dates des audiences. Donc après, là, je peux vraiment pas m'aventurer, mais bon, la manière dont est articulée cette action sera... on va faire en sorte d'aller à l'essentiel et d'utiliser les armes les plus rapides, mais on va aussi faire face à un adversaire qui est redoutable et qui est très très puissant, puisque Renault et Nissan ont des bataillons juridiques et qui comptent bien mener la vie dure, malheureusement. Donc il est impossible, ce sont les aléas judiciaires comme on dit. Donc on va faire au mieux, bien évidemment, mais on n'a pas toutes les cartes en main, quoi. En tout cas, pour quelques mois, mais au moins quelques mois à l'horizon fin 2023, ça me paraît assez peu plausible que ça soit totalement terminé, tout ça. C'est une affaire qui peut durer peut-être 2-3 ans encore. Tout dépendra du temps du judiciaire, quoi. Oui, et puis des développements qui en découleront aussi. On ne sait pas encore comment vont réagir les constructeurs. Donc les scénarios sont sur la table, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Mais peut-être que Renault va essayer de diluer un peu tout ça. On ne sait pas. On verra. En tout cas, pour terminer cette émission, en attendant, vous avez, avec certains motorgatistes, comme vous les appelez, établis, en quelque sorte, les 10 commandements du motorgatiste. Alors, je rappelle que c'est pas des commandements, ce sont des conseils pour permettre de faire avancer cette affaire globalement. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Oui, alors en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand les gens ont ces défaillances, ils arrivent naturellement sur le site internet de l'association. Et bon, les commandements, c'est surtout déjà de prendre les infos, de renseigner aussi, de témoigner. C'est important de témoigner de son cas, d'en parler beaucoup autour de soi, parce que finalement, on a assez peu conscience de ça, mais le meilleur vecteur pour faire parler de cette affaire, c'est d'en parler. Et on se rend très vite compte que finalement, autour de soi, on a des gens qui sont concernés. Et je pense que tout un chacun autour de soi a certainement dans son entourage proche des personnes qui sont concernées. Après, il y a une pétition qui existe, etc. Donc il y a aussi un projet de Tour de France. Vous parliez de tailler la route tout à l'heure. Dans cette optique-là, effectivement, je pense que la parole des victimes est importante. En plus, elle va nous permettre de mettre en exergue, en avant, une récurrence des témoignages. Donc, c'est-à-dire que
dans tous les témoignages des victimes, en fait, on voit que le réseau a tendance à toujours à minimiser les alertes ou les symptômes précurseurs, puis après à essayer de reporter la faute sur, inverser un petit peu la responsabilité de ce qui leur arrive. Donc tout à l'heure, j'entendais la chanson de Merzine, qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter de rentrer à pied, mais voilà, les victimes n'ont rien fait. La plupart des gens qui ont eu ces problèmes-là, tout comme moi, ont fait un entretien en bon père de famille de leur véhicule, et ils étaient en toute bonne foi dans leur bon droit, et ils sont retrouvés face à des mastodontes, des colosses industriels qui malheureusement usent d'un pur cynisme, une parfaite connaissance de cause pour reporter la faute sur des personnes des classes en plus les plus populaires, puisque tous ces véhicules s'équipent des centaines de milliers de personnes qui ne roulent pas sur l'or, malheureusement. Alors Olivier Blanchet, donc pour terminer cette émission, je rappelle que vous préparez un documentaire, et pour ça justement vous allez tailler la route. Et comment on peut vous joindre, comment on peut vous aider à constituer ce récapitulatif un peu de toutes les victimes, ces témoignages, de les mettre ensemble? Oui, alors donc l'idée, ça va d'organiser un Tour de France, mais un Tour de France et de Belgique, parce qu'il y a aussi beaucoup de cas qui sont répertoriés en Belgique. Donc l'idée, ça va d'aller à la rencontre des victimes, de les faire témoigner face caméra en vidéo. Après, ce sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc on a une page Motorgate le Tour de France, et puis on a aussi la chaîne YouTube Motorgate, qui sont facilement qu'on peut trouver facilement sur les réseaux. Pour financer tout ça, donc on est en train de finaliser le sponsoring du véhicule. Alors pour la petite histoire, c'est une Twingo, c'est une Renault Twingo que j'ai héritée de mon papa, qui est toujours de ce monde, je précise, qui va servir de véhicule pour ce Tour de France. Donc je trouvais que le pied de nez était intéressant, et ça nous permet aussi de ne pas tomber dans un pur grenobashing. On crache sur ce moteur-là qui est effectivement une catastrophe industrielle. Donc pour autant, on n'enterre pas tout ce qu'a fait la marque aux losanges. Donc voilà, donc je vais aller à la rencontre de ces gens, et puis on va essayer de mettre en avant des témoignages parmi les plus édifiants aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais on a des dizaines de cas dont le moteur a été remplacé, puis le second moteur a lui aussi lâché dans les mêmes conditions, donc ce qui trahit vraiment une récurrence et puis un défaut conceptuel qui me paraît assez évident. Très bien, alors quel lien pour vous soutenir? Alors pour nous soutenir, c'est simple, vous pouvez aller sur la page Facebook Motorgate le Tour de France, et donc il y a un lien Papayou qui permettra de financer ce tour, puisqu'évidemment on a besoin d'à peu près 100 € par jour de tournage pour permettre de faire face aux frais de cette aventure. Merci beaucoup Olivier Blanchet d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous souhaitons bon courage dans cette affaire du Motorgate, et pour les auditeurs qui nous écoutent, j'espère que cette affaire aura pu vous éclairer, vous donner quelques pistes si vous êtes dans cette situation. Et quant à nous, on va essayer de continuer d'avancer, d'encourager ces motorgatistes avec le morceau d'Acha au titre évocateur Moving On. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org